Une femme de 90 ans est-elle encore considérée comme belle? Répondez par oui ou par non dans les commentaires ci-dessous. D'une jeune fille maigre que l'on disait laide à une icône de beauté légendaire, la vie de Sophia Loren est un voyage plein de hauts et de bas. Bien qu'elle ait presque 90 ans, elle est toujours au centre de l'attention. Non seulement en raison de sa beauté intemporelle, mais aussi à cause des tragédies de son passé. Explorons cette histoire pleine d'émotions. Découvrons la vie tragique de Sophia au cœur d'une époque tumultueuse, dans l'ombre du désespoir et de la guerre. Enfance misérable. Le début de la vie de Sophia Loren a été une histoire tissée de chagrin et d'adversité. Son existence est brisée par les tempêtes du destin, et elle naît sous le nom de Sofia Cicolone en la sombre année 1934 dans le service de charité d'une clinique de Rome qui accueille les mères qui ne sont ni mariées ni divorcées. Romilda Villani, sa mère, était une vision de beauté qui désirait fouler les planches de la scène. Elle a souvent été comparée à la célèbre Greta Garbo. Riccardo Cicolone, quant à lui, travaillait comme un pauvre assistant ingénieur pour une compagnie de chemin de fer. Leurs vies étaient destinées à se croiser pendant un court instant. Une rencontre fortuite qui allait influencer l'avenir d'une âme innocente. En revanche, son père travaillait comme ingénieur des chemins de fer. Dans les griffes impitoyables du destin, leur courte aventure a eu des conséquences qu'ils n'ont pas pu anticiper ou supporter par leurs actions. Parce que Villani était sûre de sa décision, elle n'a pas suivi la procédure d'avortement, ce qui a finalement entraîné la dissolution de leur délicate association. La terreur et le désespoir accablant que Cicolone a ressenti l'ont fait fuir, et il a disparu de leur vie comme un fantôme. Il n'est revenu qu'en raison des menaces persistantes et des pressions juridiques coordonnées par la mère de Villani. Il était une présence hésitante dans la vie de sa fille Sophia, qui venait de naître. D'un autre côté, l'imminence de la mort de leur couple sans amour se profilait à l'horizon. Pour Cicolone, c'était un monde de misère morne, où des profits dérisoires étaient le résultat amer de ses efforts, et il se retrouvait pris dans la toile noire d'une maison d'édition de propagande fasciste. La santé de Villani s'est détériorée et elle n'a pas pu subvenir aux besoins de sa fille chérie. Parce que Cicolone était rongé par ses défauts, il a une fois de plus abandonné Villani et Sophia alors qu'elles se trouvaient dans une situation désespérée. Villani n'eut d'autre choix que de se réfugier chez ses parents, car elle était sans ressources et avait été abandonnée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les difficultés financières de la famille se sont aggravées et les nuages de la guerre se sont mis à planer. Lorsque la famine ravageait le pays, Pozzuoli, où ils habitaient, était considéré comme la ville la plus pauvre de toute l'Italie. Cela a eu un impact considérable sur leur vie. Même l'eau, qui est considérée comme le besoin le plus essentiel de l'homme, est devenue un luxe précieux dans cet environnement désolé. Villani, qui était maintenant mère de 2 enfants, dont le deuxième était son deuxième enfant avec Cicolone, a été poussée à l'extrême du désespoir. En cherchant de l'eau, elle s'est finalement résolue à boire le liquide dégoûtant qui provenait du radiateur d'une voiture, ce qui était un terrible hommage aux horribles conditions dans lesquelles ils vivaient. Villani a dû traverser seule les périlleuses rivières du chagrin, car Cicolone n'a pas voulu accepter leur deuxième enfant, Maria, comme s'il s'agissait du sien. Pour nourrir ses enfants, elle entreprend un voyage à la fois déchirant et difficile, à travers des rues inhospitalières. Il n'y avait rien d'autre qu'un tunnel tout proche que les 3 individus ont appelé leur maison pendant 8 mois qui semblait s'éterniser. Cette chambre souterraine a été le témoin de la détérioration de leurs espoirs et de l'assaut incessant du malheur, alors que les vents déchaînés de la guerre n'ont pas encore commencé à hurler. Romilda Villani, la mère de Sophia, lutte déjà contre les aspects physiques et financiers de son existence. La venue au monde de Sophia n'a guère amélioré les problèmes de la famille Cicolone. Romilda et Riccardo Cicolone ont vécu une brève cohabitation, mais leur amour a été consumé par la gueule béante du dénuement. Les maigres bénéfices que Cicolone engrangeait n'étaient rien de plus qu'une lueur d'espoir face à la morosité croissante de la pauvreté. Villani, qui avait un fort besoin de stabilité, l'encouragea fortement à l'épouser, mais son cœur resta une forteresse imprenable. Les circonstances de leur vie devenant de plus en plus floues, la santé de Villani commença à se détériorer et elle commença à ressentir des malaises au niveau de l'estomac. Son faible physique était à peine capable de la soutenir, et la nourriture dont Sophia avait tant besoin
commençait à se flétrir comme une fleur dans le désert. Le nouveau-né, leur belle Sophia, a été abandonnée pour devenir un simple fantôme de l'enfant qu'elle aurait dû être. On l'a laissée dépérir. L'apparence émaciée de Sophia, qui n'avait plus que la peau sur les os, était une illustration frappante de la dure réalité de leur existence. En outre, la jeune Sophia a été étiquetée comme un enfant hors du commun parce qu'elle avait de grands yeux et un nez proéminent, ce qui la distinguait des autres enfants et faisait d'elle une étrangère dans une culture qui valorisait l'uniformité. La famille a été abandonnée une fois de plus par Chicolone, qui semblait dépourvu de tout sentiment de culpabilité ou de compassion. Villani a dû faire face au fardeau de leur existence qui s'effondrait complètement. La famille et Villani a fait un ultime effort pour sauver sa fille des griffes, de la malnutrition en s'aventurant dans le monde à la recherche d'un métier d'acteur. Ils étaient à la recherche d'un rayon de lumière au milieu de la misère. Là, dans l'immense ville de Rome, la logeuse devient une improbable protectrice pour Sophia. Elle la nourrit et hébergeait pendant que Villani errait dans les rues sans pitié, à la recherche d'un emploi. Dans un ultime effort pour soigner le nouveau-né malade, la logeuse la nourrit d'une pâle purée de tomates et de lentilles qui avaient été mijotées. Cette concoction était le résultat du désespoir de la propriétaire et des conditions épouvantables dans lesquelles elle vivait. Sophia a été jetée dans les bras glacés de la maladie à la suite de son geste impulsif, qui devait être un acte d'amour mais qui, au contraire, a provoqué une fièvre sans cœur et cruelle. C'est un médecin usé qui a annoncé la terrible nouvelle à Sophia, qui n'a eu d'autre choix que de retourner dans la clinique où elle était née. Le corps de Romilda Villani étant défaillant, l'enfant délicat ne pouvait survivre que s'il était nourri en permanence au lait maternel. Cette phrase a frappé Romilda Villani d'effroi, car c'était le seul moyen pour elle de survivre. Ayant épuisé toutes les autres possibilités, elle s'est lancée dans une expédition périlleuse dans l'espoir de trouver une nourrice. Zarinella, une nourrice, demandait des tarifs élevés et le luxe de la viande en échange de ses services. Elle a également demandé une compensation supplémentaire. Privés de leurs moyens de subsistance, les Villani ont été contraints d'offrir leur minuscule réserve de viande pour protéger leur bien le plus précieux, Sophia. Il s'agit d'une transaction cruelle qui s'est déroulée dans la monnaie du désespoir. Des années plus tard, une fois que Sophia Loren eut atteint la célébrité et l'argent, Zarinella répéta méchamment ses souvenirs à la presse, décrivant Loren comme l'enfant la plus monstrueuse qu'elle ait jamais vue. Ce terrible coup du destin s'est produit alors que Zarinella s'était déjà imposée comme une femme d'affaires prospère. Le vilain surnom de Cure-dent a été donné à Sophia Loren lorsqu'elle était petite en raison de sa petite taille, ce qui lui a valu d'être l'objet de moqueries incessantes. Les railleries ne s'arrêtent cependant pas là. Exclu. Son esprit fragile est en outre affligé par le lourd fardeau de l'illégitimité, qui ressemble à une lettre écarlate aux yeux de ses contemporains. Les couloirs impitoyables de l'école de Sophia étaient remplis de jeunes se prélassant dans le confort des systèmes familiaux conventionnels. Dans cet environnement, Sophia faisait figure de paria. Parmi ses contemporains, elle était une étrangère, et elle portait le fardeau de la différence. Mais malgré tout, elle s'accroche à l'amour qu'elle porte à ses amis, qui lui sert de refuge fragile au milieu de cette existence mouvementée. Même si elle n'a jamais été mariée, sa mère, Romilda Villani, a été le roc autour duquel leur famille s'est construite. Un exemple d'amour indéfectible et de force d'âme inébranlable. Pozzuoli, un quartier où le chagrin semble être l'ami de tous les instants de ceux qui y vivent, est le lieu où se trouve leur petite maison sans prétention. Pozzuoli a été le témoin des bombes incessantes qui sont tombées tout au long des années de guerre, qui se sont déroulées dans un creuset d'agonie inflexible. Avec un port et une industrie de munitions comme cible, la ville est soumise au rugissement incessant des assauts de l'aviation. Une petite fille, Sophia, totalement innocente, est jetée sur le lugubre théâtre des combats, et sa vie est déjà sur le point d'être mise en danger. Un jour qui allait changer à jamais le cours de l'histoire, les cieux se sont déchaînés sur la ville, et Loren s'est retrouvée dans une situation précaire, sa vie étant en danger. Cette tempête de destruction lui a laissé une cicatrice à vie sur son joli menton, et des fragments d'une bombe tombée du ciel se sont abattus sur elle. Illustration lugubre de la sauvagerie de la guerre. Le souvenir de cette journée continuera à la tourmenter jusqu'à la fin de sa vie. Néanmoins, au milieu de ce tourment incessant, il y avait de petits intervalles de soulagement, des rayons de lumière qui tranchaient
sur la noirceur engloutissante. La grand-mère de Lorraine, qui était une source de réconfort et de force, a fait de sa maison un lieu où les gens pouvaient se réunir et se sentir à l'aise. Le salon a été transformé en taverne temporaire, qui a servi de refuge aux soldats américains et britanniques en quête de protection et d'un lieu de détente. Au milieu des verres qui s'entrechoquent et des rires de ses troupes épuisées, Sophia et ses visiteurs venus d'ailleurs ont pu nouer des liens grâce à ce refuge. Ils ne lui ont pas seulement transmis les mystères envoûtants de la langue anglaise, mais ils lui ont aussi offert l'enchantement des différents mots et expressions. Ils lui ont montré l'attrait des danses américaines et lui ont appris les rythmes d'un monde qu'elle avait seulement imaginé exister et qu'elle n'avait jamais connu. Et dans un moment de véritable extase, ils lui ont fait goûter pour la première fois une succulente tablette de chocolat, un trésor qu'elle n'avait jamais vu ni expérimenté auparavant. Son regard est terni par une phase inconfortable qui a suscité la moquerie de ses contemporains lorsqu'elle était petite fille. Elle portait la marque de la familiarité, qui était une marque qu'elle portait, son physique. À l'origine ordinaire et svelte, a commencé à sortir de son cocon au début de l'adolescence, et elle est apparue comme un papillon qui renaît. La beauté grandissante qui se cachait dans la chrysalide de sa fille a été reconnue par sa mère, Romilda Villani, qui a été l'une des premières à en prendre conscience. Dès que Romilda Villani a pris conscience de cet éclat dormant, elle a décidé de parier sur les aspirations de sa fille. En prenant la décision courageuse d'inscrire Sophia à des concours de beauté, elle a pu influencer le cours que prendrait son destin. En 1951, alors que Sophia n'avait que 17 ans, le destin a réuni leur vie d'une manière qui ne se répétera jamais. Carlo Ponte, un producteur bien connu en Italie, a été séduit par la grâce et la présence captivante de Sophia lorsqu'elle s'est présentée au concours de beauté. Les flammes de la passion ont déclenché une histoire d'amour qui allait défier les conventions et les attentes de la société, même s'il était de 22 ans son aîné et qu'il avait divorcé de sa femme. En plus de son éblouissante beauté, Ponte aperçut chez Sophia une richesse qui ne demandait qu'à être révélée. Grâce à ces encouragements, les ambitions de Sophia dans l'industrie cinématographique commencent à se concrétiser. Cependant, alors que ce conte de fées commençait à peine à se dérouler, les ombres de l'incertitude et du jugement restaient omniprésentes. Le jugement sévère du caméraman a frappé le cœur de Sophia comme un couteau en ce jour fatidique où elle était filmée pour un test d'écran. Un test d'écran était en cours. Il est tout simplement impossible de la photographier. La longueur de son visage est insuffisante. Ses lèvres sont beaucoup trop grandes. Les mots qui sont sortis de sa bouche m'ont semblé particulièrement écrasants. Son nez est trop long. Carlo Ponte, l'homme qui était devenu son compagnon et son défenseur, a ajouté sa voix à la cacophonie de la condamnation à un moment où le soutien et la défense étaient censés se présenter. Ce moment marquera à jamais le cœur de Sophia, qui ne pourra jamais s'en défaire. Un exemple du manque de jugement de Ponte est lorsqu'il lui conseille d'envisager la possibilité de se faire opérer du nez. Il faisait référence au fait qu'elle devait réduire la proéminence de son profil dominant. Une détermination inébranlable se dégageait de sa réponse, ce qui démontrait la puissance intérieure dont elle disposait. « Carlo, si tu suggères que pour pouvoir faire des films, je vais devoir me couper un bout de nez, eh bien, je retourne à Pozzuoli parce que je n'ai pas l'intention de me faire refaire le nez, a-t-elle déclaré, ces mots résonnant avec le défi d'acier d'une âme qui refuse d'être modelée par la superficialité. Ce chapitre particulier de leur histoire d'amour, caractérisé par une collision de passion et de difficultés, n'a pas été exempt de toute controverse. La séparation de Carlo Ponte et de son épouse, qui a jeté une ombre sur l'amour peu orthodoxe qu'ils partageaient, a été le fer de lance des turbulences médiatiques. Critique. En revanche, avant Lorne, Ponte avait déjà posé son regard avisé sur une autre jeune femme, Gina Lollobrigida, une sommité qui deviendra plus tard la concurrente de Sophia dans l'arène de sa carrière professionnelle. Ponte fait la brillante découverte de Gina, étoile montante en devenir, alors qu'elle participe à un concours de beauté. Grâce à son influence, qu'il manie comme une baguette magique, elle est propulsée dans le monde étincelant du cinéma. La trajectoire de Gina Lollobrigida a été marquée par au moins 20 rôles dans des films, et l'attrait des faveurs de Ponte s'est étendu à d'autres personnes, leur ouvrant les portes du monde insaisissable de l'industrie cinématographique. Gina Lollobrigida, ayant grandi sans la présence d'une figure paternelle, Sophia Loren a gardé le désir de l'étreinte protectrice d'hommes plus âgés.
Ce besoin est l'écho du vide laissé par son père, Riccardo Ciccolone. Grâce à sa présence dominante et à son contrôle inflexible, Carlo Ponte est devenu la figure masculine prééminente dans la vie de la jeune femme. Il ne se contentait pas de l'adorer. Il façonnait son existence et la transformait en l'idéal qu'il avait en tête. La façon dont elle s'habillait, les mots qu'elle prononçait, les livres qu'elle lisait, et surtout, le chemin qu'elle prenait pour atteindre les sommets de Hollywood étaient tous sous son contrôle. Il est devenu le maître de son changement, tant au niveau de son apparence que de son évolution professionnelle. La combinaison du besoin de Lorraine d'avoir une figure paternelle et de l'ambition inextinguible de Ponte les a réunis dans un lien qui allait au-delà de l'amour et de l'ambition. La profondeur de leur relation s'est accrue au point qu'ils ont décidé de s'engager formellement dans leur relation de mariage. Cependant, un immense obstacle se dressait devant eux, un gouffre de tradition qui menaçait de détruire leurs espoirs et leurs objectifs. L'Église catholique romaine refusant catégoriquement d'accepter le divorce de Ponte avec sa précédente épouse, leur mariage fut précipité dans l'abîme de l'illégitimité. Face à un tel obstacle, ils ont été contraints de chercher une solution secrète au problème. Dans le cadre d'une opération secrète, Lorraine et Ponte se sont mariés par procuration dans la lointaine nation du Mexique, loin des yeux attentifs de l'Église. Cette opération visait à dissimuler leur relation. Cependant, lorsque les protecteurs de la morale au sein de l'Église découvrent leurs secrets, Ponte est confronté à une inimaginable allégation de bigamie. Parce que leur amour était entouré d'un voile de secret et d'exil, ils ont été contraints de vivre en marge de la société, gardant leurs aspirations secrètes du reste du monde. Ils s'embarquent pour un voyage semé d'embûches, qui les conduit finalement à chercher refuge dans les bras de pays lointains. Une ombre énorme d'illégitimité plane sur eux, et le mystère de leur amour est voilé. Enfin, après un voyage traumatisant, Sophia Loren et Carlo Ponte ont trouvé refuge dans la protection de la citoyenneté française, un sanctuaire qui leur a permis de se remarier en 1966. Leurs cœurs se sont unis par le mariage dans les rues de Paris, la ville de l'amour. Carlo Ponte, le mystérieux producteur dont la vie était liée à celle de Sophia Loren, a porté le fardeau d'une carrière turbulente et controversée qui a jeté des ombres de chagrin sur son chemin. La vie de Sophia Loren était liée à celle de Carlo Ponte. Avant le début du chapitre émotionnel de leur histoire d'amour, sa vie a été marquée par des controverses qui étaient le reflet de l'époque turbulente dans laquelle il vivait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le travail de Ponte en tant que producteur a été considéré comme subversif par les autorités fascistes italiennes. À cette époque, le spectre sombre de la Seconde Guerre mondiale se profile à l'horizon, parce qu'il a participé au film Piccolo Mondo Antico, sorti en 1941 et considéré comme anti-allemand. Il a réussi à se faire arrêter par les autorités. C'est un monument à la complexité des films de guerre que les barreaux de sa prison témoignent de sa défiance envers les autorités. Bien que Ponte ait déjà échangé ses vœux de mariage avec Sophia Loren, les courants du scandale ont continué à l'entraîner de plus en plus profondément dans leur dure profondeur. Il se retrouve pris dans un nouveau tourbillon judiciaire en 1973, soit 5 ans après leur mariage légal, Massacre à Rome, production cinématographique qui s'est risquée à présenter le pape Pie XVIII sous un jour peu flatteur, notamment en laissant entendre qu'il était resté muet face au massacre de captifs italiens par les Allemands pendant la guerre, est à l'origine de ses souffrances. Le massacre de Rome est la source de son angoisse. Comme si un nuage d'orage était sur le point de déverser des rivières de jugement sur lui. Les allégations menacèrent de le faire. Cependant, cette tempête n'allait pas être celle qui allait définir son palmarès. Au terme d'une longue bataille juridique et d'une série d'appels, les accusations portées contre Ponte ont finalement été rejetées, le libérant ainsi du fardeau du jugement. En 1981, Ponte, ainsi que 2 associés, ont été confrontés à une autre forme de procès, qui a marqué le début d'un nouveau chapitre dans la séquence tragique des événements. Frais de justice. Il a été accusé de fraude par la Securities and Exchange Commission, qui est un arbitre strict des normes éthiques dans l'industrie financière. La commission a déclaré que M. Ponte et ses complices avaient participé à la tromperie et à la fraude à l'encontre de 47 à 58 investisseurs en créant des documents qui n'étaient pas authentiques afin de donner l'impression qu'ils avaient obtenu un financement
pour leur projet cinématographique. Le procès qui s'en est suivi a non seulement duré longtemps, mais il a également eu des répercussions importantes. Elle a abouti à des décisions qui redéfinissent le paysage de la responsabilité financière dans l'industrie cinématographique, évitant ainsi que des crimes similaires ne se reproduisent à l'avenir. Cependant, les répercussions de ce conflit dépassent les simples conclusions juridiques qui ont été rendues. Fort de son pouvoir, le gouvernement italien a fait valoir ses droits sur la vaste collection d'œuvres d'art que Ponte et Loren avaient accumulées. La collection, qui était un trésor d'œuvres artistiques, était estimée à 6,7 millions de dollars et comprenait des chefs-d'œuvre créés par des peintres renommés du monde entier. Il est tragique de constater que Sofia Loren a tenté de faire sortir certains de ces objets d'art d'Italie, ce qui a donné lieu à la première saisie de ces objets. Ce n'est qu'à la fin des années 1980 que les nuages de la tempête juridique se sont finalement levés, permettant à Ponte et Loren de récupérer leur collection d'œuvres d'art, qui a servi de symbole de leur endurance inébranlable. Selon certaines sources, Sofia Loren n'avait jamais connu le monde du luxe et de la magnificence. Mais l'argent éblouissant qui accompagnait sa réputation nouvellement découverte au début des années 1960 l'a introduite dans un monde de splendeur et de richesse. Pour gérer son empire financier en pleine expansion, elle fait appel à un fiscaliste. Elle avait l'impression que ses affaires étaient gérées par des personnes compétentes. Dans son ignorance, elle ne se doutait pas que cette incursion dans les complexités de la gestion de l'argent ouvrirait la voie à une tragédie qui continuerait à la tourmenter pendant de nombreuses années. 20 ans plus tard, en 1980, Sofia Loren se retrouve prise dans les mâchoires cruelles de la justice. Elle est accusée d'avoir fraudé le fisc, ce qui va démêler les écheveaux de sa vie. Une déclaration d'impôt négligée datant de 1963 est revenue la hanter, révélant une facture impayée qui s'élevait à la somme stupéfiante de 180 000 dollars. Une somme qui dépasserait aujourd'hui les 2 millions de dollars. Les échos de son passé reviennent à la hanter. L'expert fiscal à qui elle avait confié ses affaires financières ayant quitté ce monde depuis longtemps, elle a dû affronter seule le spectre terrifiant d'une déclaration mal estimée. Sofia Loren, réputée pour sa prestance et sa grâce, a déclaré son innocence au monde entier alors que les murs de sa vie commençaient à s'effondrer autour d'elle. Elle a insisté auprès de la presse sur le fait qu'elle n'était pas une criminelle, même si son allure tranquille démentait la tempête de sentiments qui se déchaînait à l'intérieur d'elle. Le cours de sa vie semblait prédéterminé, un édit cruel qui l'amènerait finalement aux portes impitoyables d'une prison italienne en 1982. Elle était vêtue de son style caractéristique alors qu'elle avançait sur le chemin de son chagrin, maintenant une image publique exquise tout au long du processus. D'autre part, elle cachait les craintes tenaces qui accompagnent une peine d'emprisonnement, même si elle paraissait glamour et résistante, selon sa confession, accompagnée d'un tremblement de vulnérabilité dans la voix. « Je suis inquiète, très inquiète de ce mois qui m'attend en prison. » Le sentiment d'injustice était évident puisqu'elle a déclaré que le verdict était injuste. Elle a même demandé au président italien de la gracier, mais sa demande a été ignorée. La grâce n'a pas été accordée. Ses fans et ses codétenus lui ont offert leur soutien lorsqu'elle est entrée dans la prison, et leurs acclamations ont retenti dans les couloirs à son arrivée. Le monde entier a attendu avec impatience qu'elle entre dans l'établissement. Lors d'une manifestation de soutien, des affiches portant son image et les mots « Pardon Sofia » ont été placés à une hauteur particulièrement élevée. Bien que Loren ait été condamnée à 1 mois de prison, elle n'a finalement purgé que 17 jours. Il s'agit là d'une modeste mesure de bonté face à une tragédie qui s'est déroulée avec les forces inexorables du destin. Au milieu des fiançailles de Sofia Loren avec Carlo Ponte, l'année 1957 marque le moment où le chemin de son destin va se heurter à celui de Cary Grant. Cela nous ramène à l'histoire d'amour de Sofia. L'histoire d'amour de Sofia. La vie de Sofia Loren est une histoire haute en couleurs, où l'amour, le sacrifice et le destin se mêlent pour créer un tableau à la fois brillant et tragique. Bien qu'elle soit l'une des plus grandes stars du cinéma mondial, sa vie personnelle n'en est pas moins mouvementée. L'un des tournants de sa vie est son histoire d'amour émouvante mais infructueuse avec Cary Grant. En 1956, Sofia Loren, jeune actrice italienne prometteuse, est choisie pour jouer aux côtés de Cary Grant et Frank Sinatra
dans le film L'orgueil et la passion. À l'époque, Lorraine n'a que 22 ans, une fleur en herbe à la beauté charmante et au talent de plus en plus affirmé. De son côté, Cary Grant a 52 ans, est déjà une légende hollywoodienne, un gentleman expérimenté au charme irrésistible. Dès les premiers jours de tournage, Cary Grant est subjugué par la beauté enchanteresse de Lorraine. Non seulement il admire ses talents d'actrice, mais il est également séduit par le charme et l'intelligence de la jeune comédienne. De son côté, Lorraine est également attirée par l'humour, la sophistication et la maturité de Grant. Elle a confié un jour que le charme de Grant ne provenait pas seulement de sa belle apparence, mais aussi de la profondeur de son âme, de son expérience de la vie et de sa capacité à créer un sentiment de sécurité chez l'autre. Les longs mois de tournage en Espagne les rapprochent. Cary Grant ne peut cacher son engouement pour Lorraine. Il lui adresse constamment des mots doux et des gestes attentionnés. Mais malgré la passion de cette relation, Lorraine a toujours un conflit profond dans son cœur. Lors de leur dernière nuit ensemble, alors que le coucher de soleil teintait de rouge le ciel espagnol, Cary Grant fit une proposition que Sophia Loren n'oublierait jamais. Il la regarde droit dans les yeux. Son regard est sincère et sérieux. « Veux-tu m'épouser » À cet instant, Lorraine peut ressentir l'amour profond que Grant lui porte. Un avenir à Hollywood, aux côtés de l'un des hommes les plus séduisants de l'histoire du cinéma, s'ouvre devant elle. Mais son cœur ne peut trahir l'homme qu'elle a aimé auparavant, Carlo Ponti. Carlo Ponti n'avait pas l'éclat de Cary Grant, mais il existait entre eux un lien fort, une harmonie des âmes. Ponti était un producteur de films talentueux qui a vu le potentiel de Lorraine très jeune et l'a aidé à développer sa carrière. Bien qu'il ait 22 ans de plus que Lorraine et qu'il ait déjà une famille, un amour profond est né entre eux. Accepter la proposition de Cary Grant signifie que Lorraine doit renoncer à Ponti, l'homme qui a toujours été à ses côtés, l'homme qui l'a comprise mieux que quiconque. Cela signifiait aussi qu'elle devrait faire face à des scandales qui pourraient ruiner sa carrière, tout comme Ingrid Bergman l'a fait lorsqu'elle a quitté son mari pour le réalisateur Roberto Rossellini. Cela signifierait que je quitterais Carlo et que je créerais un grand scandale, confie un jour Lorraine, la voix lourde d'émotion. Elle ne voulait pas affronter le jugement cruel des médias américains, où les critiques à l'égard des femmes sont toujours beaucoup plus sévères que celles à l'égard des hommes. De plus, elle savait que les sentiments qu'elle éprouvait pour Ponti n'étaient pas seulement de l'admiration, mais un véritable amour. Lorraine refuse donc la proposition de Cary Grant. Elle a choisi de rester avec Carlo Ponti, choisissant la voie de l'attachement à l'homme qu'elle aimait et en qui elle avait confiance. Cependant, Sophia Loren n'a pas seulement dû faire face à des décisions émotionnelles difficiles, elle a également porté avec elle le traumatisme de son enfance, l'absence de son père, la hantise du père absent. Elle n'a jamais été reconnue publiquement par son père, Riccardo Ciccolone, qui était un homme qui n'a jamais reconnu sa fille. Lorsque Lorraine était toute petite, il a abandonné sa mère, ce qui a créé un vide dans son esprit qui ne pourra jamais être comblé par quelqu'un d'autre. Sophia Loren a vécu une enfance marquée par l'humiliation sociale et les difficultés. Le fait d'être une enfant illégitime est une tâche qui laisse une impression durable et difficile à effacer. Elle et sa mère, Romilda Villani, ont dû faire face au mépris et aux rumeurs qui circulaient dans le quartier. Autrefois, sa mère était une femme éblouissante, destinée à devenir une actrice célèbre. Cependant, elle a été brisée par les choix de sa famille et par l'abandon de l'homme qu'elle aimait. Au milieu des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, elle s'est installée à Naples et a élevé ses enfants dans les conditions les plus difficiles. De toute sa vie, Lorraine n'a eu que 3 rencontres avec son père. À l'âge de 5 ans, elle a eu sa première expérience, brève mais significative. La deuxième fois, alors qu'elle était adulte, riche et célèbre, elle n'a toujours pas pu ressentir l'amour véritable d'un parent. La dernière fois, en 1976, alors que son père est sur son lit de mort. J'aurais aimé qu'il soit un autre père, un père qui m'aime et qui soit là pour moi, a confié Lorraine à quelqu'un d'autre. Cependant, la vie l'a forcée à embrasser la vérité sans autre choix. Au milieu de ces tragédies, Sophia Loren a découvert l'amour et la direction de sa mère. La femme qui l'a élevée seule dans une société qui la méprisait et l'humiliait. Le décès de Carlo Ponti en 2007 a donné à Sophia Loren le sentiment que le monde avait perdu un morceau de son âme, bien que sa vie ait été pleine d'amour, de succès et de moments où elle a travaillé sur le grand écran. Après une longue lutte contre la maladie,
Il s'est éteint à l'âge de 94 ans, laissant derrière lui un vide insurmontable dans le cœur de celle qui a été à ses côtés pendant plus d'un demi-siècle. Ponti n'était pas seulement son époux, il était aussi son confident, son mentor, celui qui était toujours là pour la protéger des tempêtes du monde du spectacle. Elle a dit un jour « Carlo n'a pas seulement été l'amour de ma vie, mais en même temps, c'est elle qui m'a incité à avoir confiance en moi. Il m'a aidé à voir que je valais la peine et que j'avais le potentiel d'aller plus loin que je ne l'avais cru auparavant. » Lorraine a failli se retirer de la vie publique après le décès de son mari. Elle n'a plus fait d'apparitions fréquentes lors d'événements, ni participé à un grand nombre de projets cinématographiques. Elle s'est plutôt consacrée à sa famille, à ses enfants et à son mari bien-aimé. Elle continua à suivre les mêmes routines que tous les jours, comme les promenades dans leur jardin à Genève et la lecture des vieilles lettres qu'il lui avait envoyées. Parfois, elle avait l'impression que Ponti n'était jamais parti, et c'était pendant ces longues soirées silencieuses. J'ai toujours eu l'impression qu'il était toujours près de moi. À l'occasion, j'ai engagé la conversation avec lui, réfléchissant à son point de vue sur tel ou tel choix. Comme le dit le proverbe, l'amour ne meurt jamais, il se transforme simplement en une autre forme plus permanente. Dans les années qui ont suivi le décès de Ponti, Lorraine a consacré une grande partie de son temps à la rédaction de ses mémoires, dans lesquelles elle revient sur les hauts et les bas de sa vie. En outre, elle n'a pas cherché à avoir une nouvelle relation et ne s'est jamais remariée. Elle pensait que Carlo Ponti était celui qu'il lui fallait. La disparition de cet homme n'a pas seulement marqué la fin d'une période importante de la vie de Lorraine, mais elle a également servi de démonstration d'un amour qui a perduré au-delà des limites de la mort. Elle a dit un jour « Toute mon existence tournait autour de Carlo, et lorsqu'il est parti, j'ai dû me débrouiller pour fonctionner sans lui. Cependant, je sais qu'il veille sur moi à distance et que notre amour restera ainsi pour toujours. Croyez-vous en un amour qui dure toute la vie, comme Sophia Loren et Carlo Ponti? Si oui, quel est, selon vous, le secret pour maintenir une relation durable pendant plus d'un demi-siècle? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez